Ils vont à une seule perte unique, c'est impossible, hein. Il y a plein de ramifications dans tous les sens. Souvent, le conduit se divise en plusieurs branches. Chaque branche peut prendre un axe différent, hein, pour aller se greffer sur une autre branche. Tout ça, c'est très labyrinthe, c'est un gros labyrinthe, hein. Donc dire qu'il y a un conduit unique qui va à une perte de Loire, ça n'existe pas, hein. C'est un ensemble de conduits qui est alimenté par une multitude de pertes. L'ensemble des cavités du calcaire du Val d'Orléans forment un réservoir. Les pertes de Loire et l'infiltration des eaux en pluie alimentent cette réserve. L'eau y circule à des profondeurs et des vitesses différentes. D'une manière générale, plus l'eau est profonde, moins sa circulation est rapide et moins elle se renouvelle. L'ensemble des cavités forment le réservoir. Il y a une partie qui est, je ne veux pas dire prisonnière, mais enfin presque prisonnière vers la base, hein, puisqu'on trouve des eaux très très anciennes. On trouve des eaux qui ont jusqu'à 30 000 ans, parfois plus. Tandis qu'en surface, ce sont des eaux qui peuvent avoir que quelques jours. Pour les besoins quotidiens des habitants du Val d'Orléans, des prélèvements sont effectués dans la ressource. Pour éviter d'aller puiser l'eau dans la réserve profonde, le bon sens voudrait que ces prélèvements ne dépassent pas la quantité que le milieu naturel est capable de régénérer chaque année. Il faut savoir gérer, parce que si on pompe trop dans un endroit, eh bien on tapera dans la réserve et non plus la ressource, et parfois avec des conséquences importantes. Et c'est le fondement de ce schéma d'aménagement des eaux et de gestion des eaux qu'il y a dans le bassin du Loiret. Comment trouver cet équilibre? Donc on a profité, on a pensé que c'était intéressant de filmer aussi la clique parce que c'est un moment un peu fort aussi dans la vie de ce bassin. Expliquer, En 2009, le 14 septembre, des représentants de l'État, des collectivités locales, des associations, des chambres d'agriculture et d'industrie se sont réunis pour approuver le SAGE. C'est le résultat de 10 années de travail et de concertation entre ses usagers. L'objectif, c'était d'arriver aux bonnes décisions. Le SAGE, c'est un schéma d'aménagement des gestions de l'eau. Ce qui veut dire que c'est un travail collectif qui est mis en place sur un territoire bien défini. Le territoire, c'est un bassin versant. C'est donc un territoire qui physiquement a du sens par rapport à la gestion de l'eau. Et sur ce territoire, un ensemble d'acteurs décide de définir des règles, de définir des mesures à prendre pour que la gestion de l'eau se fasse dans les meilleures conditions possibles, à la fois en termes d'usage, mais aussi en termes environnementaux. Du point de vue de l'usager, l'usage dont il a besoin est toujours le meilleur. Il a besoin de son eau pour son activité. Et du point de vue collectif, il y a des priorités. La clé, la commission locale de l'eau, au travers du SAGE, fait intervenir des phénomènes de régulation, de discussion. Et il y a un règlement qui est en préparation et qui est un règlement opposable au même titre que les règlements environnementaux. Il y a eu des économies d'eau sur certains usages, ça libère du volume, pour au sein du même usage demander une autorisation de prélèvement. Donc parmi les usages, il y en a un qu'on oublie systématiquement parce qu'il est silencieux, c'est l'usage environnemental. C'est-à-dire que la rivière elle-même, le milieu, il a besoin d'eau pour fonctionner. Effectivement, la rivière, elle ne revendique pas. Donc on a tendance à l'oublier. Il faut penser aussi qu'une rivière, c'est pas seulement un lieu au bord duquel on se promène et un paysage, c'est aussi des services environnementaux qui nous sont apportés. Par exemple, une zone humide nous permet de réguler les crues, c'est une sorte d'éponge qui absorbe l'eau en cas de crue et qui permet de diminuer l'onde de crue et en cas d'inondation. C'est bien une régulation de l'ensemble des usages et de l'ensemble des services que l'on doit apporter sur ce territoire en ce qui concerne l'eau qui doit être faite. La rivière est un milieu vivant. Elle est le lieu de vie de nombreuses espèces animales et végétales qui y trouvent refuge et nourriture. Les interactions entre les êtres vivants et le milieu forment un équilibre.
Par exemple, la végétation des berges participe à l'épuration naturelle de l'eau en la filtrant. L'équilibre des rivières est fragile et comme le Dhuy, beaucoup de rivières en France ont été aménagées. Le Val a connu ces aménagements entre les années 60 et 80. C'était un espace humide où les terres étaient par période gorgées d'eau. Pour les besoins de l'agriculture intensive, l'eau en surplus dans les terres devait être drainée. Pour évacuer ces eaux de drainage, le Dhuy, la Bergeresse et le Leu ont été réunis en une seule rivière. Toutes les rivières du Val ont été déplacées, élargies, approfondies et barrées. Une rivière, c'est fait pour transporter de l'eau, des sédiments, des pierres, des cailloux, du sable. Et en fait, on le bloque, ce transport, puisqu'en fait, on barre. C'est comme si sur l'autoroute, en pleine période de flux de véhicules, vous fermiez complètement la circulation. Qu'est-ce qui se passe? Un bouchon. Là, c'est exactement pareil. En fait, on forme des bouchons sur la rivière. L'eau ralentit, stagne, les sédiments se déposent. Après, on a un envasement excessif. Et après, sur les propriétés physico-chimiques de l'eau, on a un bouleversement complet. Ce qui fait que l'eau se réchauffe fortement. Et il y a des espèces qui se développent, aussi bien végétales qu'animales, qui n'ont pas leur place à cet endroit-là. Sinon, ça se régule tout seul. La rivière, effectivement, elle transporte et dépose là où elle a envie son énergie, les matériaux et l'eau. Et après, les espèces, tout le monde se retrouve là-dedans. C'est un équilibre, en fait. Un équilibre dynamique, ça s'appelle. Toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, ne trouvaient plus de conditions satisfaisantes suite à ces grands travaux pour vivre. C'est pour ça qu'on a des milieux qui sont aujourd'hui très très perturbés, voire même dégradés, avec le très peu d'espèces qui vivent aujourd'hui. Donc en fait, ces travaux ont supprimé tous les supports de vie, que ce soit pour les poissons, mais que ce soit aussi pour les végétaux, les cressons, les iris, les calitriches, tout ce qui pousse au bord d'un cours d'eau, sur les bordures, mais aussi dans le lit, les herbiers, etc. Les endroits où il y a des remous, les endroits où il y a des accélérations de vitesse, les endroits où il y a des fosses, tous ces micro-habitats qui constituent un milieu aquatique ont disparu suite à ces grands travaux. Ces travaux ont chamboulé le milieu naturel et impacté la biodiversité. En 2000, les États européens ont signé la directive Cadre sur l'eau. Ils s'engagent à améliorer la qualité de l'eau et à rétablir l'équilibre écologique des rivières. Pour le Dhuy, une des mesures mises en place est l'abaissement de certains barrages. Après l'effacement de cet ouvrage ou son abaissement complet, on a le lit qui est en train de se redessiner. Son gabarit, je vais dire presque naturel, de toute façon c'est la quantité d'eau qui passe naturellement qui dessine la forme du lit. Et puis toutes les bordures qui vont se revégétaliser surtout au printemps. Donc aujourd'hui, on peut imaginer que juste derrière nous, là, c'est le gabarit naturel à cet endroit du bassin versant. Ces actions de restauration de la rivière devraient améliorer la qualité de l'eau. Un autre axe de progrès est la diminution des produits phytosanitaires et des engrais.
Le premier utilisateur de ces produits est l'agriculture. Dans les années 60, 70, même au début des années 80, la demande sociale était exclusivement tournée vers une agriculture qui était productiviste. C'est-à-dire qu'elle devait produire, nourrir la France avec des produits de qualité pas chers. Donc on a injecté dans le milieu, l'agriculture a utilisé beaucoup d'intrants, nitrates, phosphates, phytosanitaires. Ensuite, dans les années 80, début des années 80, fin des années 80, la demande sociale s'est inversée. On a commencé à comprendre tous les inconvénients de cette agriculture-là en termes d'environnement, de qualité d'eau, de cadre de vie et même de qualité des produits qu'elle vendait sur le marché. Donc, on a élaboré des contraintes. On a imposé des contraintes au secteur. Alors, par exemple, le Grenelle de l'environnement impose au secteur de réduire de 50% d'ici quelques années son utilisation de phytosanitaires. La loi sur l'eau impose d'autres choses sur les nitrates et les phosphates. Localement, il n'est pas question de revenir sur ces règles-là. Au contraire, on doit les appliquer. La seule question qu'on doit se poser, c'est comment collectivement on débat, on échange, on accompagne le secteur pour qu'il puisse modifier ses pratiques et répondre aux contraintes qui lui sont imposées par la collectivité. Alors je dirais, il y a peut-être quelques années encore, c'était vécu comme une très très grosse contrainte et comme il y avait un certain refus, je pense, de la profession. Et finalement, au fur et à mesure de l'évolution de la société et de cet intérêt aussi pour cette question environnementale, on est orienté vers ce moins de produits phyto notamment. Et donc on y va doucement, nos mentalités évoluent. Mais ce qui nous inquiète encore pas mal, c'est comment on va y arriver. On nous fixe des objectifs qui nous paraissent énormes, pour lesquels on n'a pas encore les moyens d'y arriver. Enfin, c'est comme ça que je le ressens pour l'instant, donc on se pose beaucoup de questions. On travaille avec le climat et la terre, qui, selon les années, ne réagissent pas pareil. Enfin, le climat n'est jamais le même, donc on ne travaille pas la terre forcément pareil. Il y a tout un tas de choses qui font que les années se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Et si en plus il faut qu'on modifie notre façon de travailler parce qu'on a d'autres contraintes autres, ça, je dirais, ça double un peu les risques en quelque sorte. Donc des fois ça fait beaucoup. De toute façon, utiliser des produits phytosanitaires, c'est pas forcément une partie de plaisir pour nous non plus. Donc si on peut en utiliser moins, on est bien conscient que c'est un plus pour nous personnellement, pour l'environnement et la société derrière. Notre souci, c'est comment on remplace, comment on fait, parce qu'on a des contraintes je dirais financières pour nos exploitations. On a des familles à faire vivre. Donc pour ça, il faudra qu'on fasse des choix, peut-être qu'on prenne des orientations nouvelles. Il y a des essais qui sont faits qui nous montrent a priori que c'est possible. Il faut aussi qu'on y aille, qu'on essaye. Il faut aussi qu'on découvre en quelque sorte cette nouvelle façon de faire et qu'on se l'approprie aussi. Dans des proportions moins importantes, les autres utilisateurs de produits phytosanitaires sont les particuliers et les villes. Contrairement à l'agriculture, ce n'est pas une question de productivité. Les standards de beauté des espaces verts poussent les villes à utiliser des produits phytosanitaires pour que rien ne dépasse. Souvent encouragés par certains de leurs administrés qui pensent qu'un pissenlit sur un trottoir ne fait pas propre. Néanmoins, certaines communes essaient de trouver des méthodes alternatives plus écologiques pour l'entretien des espaces verts. Si on est venu des herbes alternatives, c'est surtout pour l'environnement. Vu que Saint-Privé est en partie en zone inondable, on est entouré de la Loire et du Loiret. Donc on se posait quand même quelques questions par rapport à l'utilisation de nos produits, puisque automatiquement ils iraient plus facilement dans les cours d'eau. Donc on ne cherche plus à éradiquer les mauvaises herbes, contrairement aux désherbage chimiques. L'alternative, ça sert à les gérer au mieux. Ça veut dire qu'on accepte l'herbe en place, mais on fait en sorte qu'elle ne soit pas envahissante ou gênante pour la population.
donc il existe plusieurs techniques. Donc ce que j'appelle les grosses techniques, c'est l'eau chaude, la vapeur d'eau ou l'eau chaude avec de la mousse. Donc ça, ce sont des techniques qui détruisent la plante par un choc thermique. Et en parallèle, il y a d'autres techniques que j'appelle de la cavalerie. L'utilisation de réciprocators, c'est le même principe qu'une débrousseuse. Ce sont simplement 2 disques qui coupent l'herbe sans projection, contrairement au fil nylon de la débroussailleuse. Donc il y a différentes techniques comme ça. Ça passe aussi par le paillage des massifs d'arbustes pour éviter que l'herbe ne pousse. Donc c'est tout un ensemble de techniques qui font que le désherbage alternatif est faisable et réalisable. Maintenant, chaque personne utilise les techniques au mieux par rapport à la configuration de sa commune. Alors l'utilisation du désherbage alternatif a été intéressant pour nous au niveau déjà de la santé. Donc que ce soit pour les gens qui habitent la commune ou le personnel qui utilise les produits chimiques, on s'est dit que même équipé au mieux, à force d'utiliser des produits chimiques, il y a des risques pour l'environnement et la santé. L'autre avantage du désherbage alternatif, c'est qu'on peut désherber, désherber, c'est pas le terme qui correspond, c'est gérer au mieux la pousse des herbes, habillées normalement, sans avoir de bottes en caoutchouc, de gants, de masques, de protection, qui, en l'occurrence, donne une mauvaise image au niveau de la population, parce que les gens nous voient arriver habillés en blanc avec des gros groins à gaz, et ça les inquiète un peu. Alors oui, le regard des habitants change par rapport à l'utilisation des méthodes alternatives, puisqu'on fait des petites animations le soir ou le week-end, et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de monde. Les gens sont demandeurs, ils veulent savoir pourquoi, ils veulent connaître d'autres techniques. Quand les gars sont en train de désherber à la machine, ils demandent pourquoi la mousse, à quoi ça sert, si c'est dangereux. On leur explique que pour le petit chien qui traîne en laisse, la mousse c'est pas dangereux. Inversement, contrairement aux produits chimiques qui, eux, sont toxiques pour les animaux quand ils marchent dedans. Maintenant, ça ne va pas les tuer du jour au lendemain, mais c'est pas bon non plus. Donc les gens sont demandeurs, nous demandent même comment faire pour désherber alternativement chez eux. Je le trouve vraiment très écologique, déjà. Donc c'est un nettoyage par le naturel. On brûle les herbes, qu'avant, bien souvent, on met des produits, ça rentre dans les nappes phréatiques, on pollue tout. Et qu'est-ce qu'on va laisser dans 20 ans à nos enfants et nos petits-enfants? Parce que là, la commune bouge, tout le monde bouge un petit peu, on se sent un peu plus sensibilisé. Et rien qu'en voyant la mairie faire ça, la commune, nous aussi, ça nous force aussi à réfléchir un peu plus. Dans notre jardin, on dit après tout, il faut peut-être arrêter de mettre n'importe quel produit pour désherber, pour traiter, venir aux choses naturelles. Et souvent, je joue avec mes petits-enfants là sur le trottoir, c'est pareil, on joue aux boules, on peut ramasser les boules, on est tranquille, on est sûr qu'ils ne vont pas se salir, ils ne vont pas se polluer les mains. S'abîmer la santé, quoi. On est vraiment très contents. Je suis pour, il faut que ça continue et encore aller plus loin. Le but, c'est d'amener les gens à avoir une autre vision. On a dit que les herbes étaient des mauvaises herbes, mais le terme mauvaise herbe vient du Moyen-Âge, parce qu'on appelait ça les herbes du mal pour soigner le mal. Maintenant, une herbe est mauvaise parce qu'elle n'est pas à l'endroit où on le souhaite, simplement pour ça, mais ça fait des décennies qu'on nous rabâche la même chose, donc c'est pour ça qu'on n'accepte pas les herbes. Ces changements culturels bouleversent nos habitudes. Ils doivent s'accompagner de pédagogie et de communication. Si on a des plantes qu'on ne veut pas voir s'installer, on peut aussi justement choisir une plante, cultivée ou non, qui va prendre toute la place et empêcher les autres de pousser. Ça, c'est aussi une pratique pour limiter les herbes dites indésirables, que vous ne voulez pas voir apparaître quelque part. On a changé de travail. On a notre regard sur le travail. Pour nous, l'espace vert, c'est plus le fleurissement. Pour nous, l'espace vert, c'est la biodiversité, les mélanges au niveau des végétaux, au niveau des insectes qui vont sur ces végétaux, des fleurs qui poussent, pas forcément des fleurs qu'on a mis en place, mais ça peut être une mauvaise herbe, qu'on appelle mauvaise herbe, c'est le terme, qui fleurit et qu'on n'a jamais laissé fleurir auparavant, et qui fleurit et qui est très belle fleurie. L'homme vit dans le Val depuis des milliers d'années. Il a façonné le paysage. Depuis quelques décennies, l'équilibre qui s'est mis en place naturellement a été rompu. Nous vivons sur ces espaces et nous sommes conscients que nous avons tous un impact sur la qualité de l'eau qui y circule. Les collectivités ont certes mis en place des moyens pour mieux la gérer, mais nous devons encore progresser. L'exemple du Val d'Orléans met en évidence la complexité de la gestion d'un bassin versant. Pour trouver des solutions, des réflexions sont à mener. Les citoyens, par leur action quotidienne, ont un rôle à jouer. Mais il ne sert à rien de les culpabiliser. Ces solutions individuelles ne sont efficaces que si l'organisation de notre société permet de les appliquer. La remise en cause de nos pratiques et de nos modèles de développement doit s'appuyer sur un cadre fixé collectivement. Pouvoirs publics, associations, entreprises doivent s'organiser pour donner la possibilité aux citoyens d'agir au quotidien.
Où que l'on habite, nous faisons tous partie du bassin versant d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un fleuve qui se jette dans la mer ou dans l'océan. Ces rivières sont aussi les nôtres.